sais pas si on m'entend, oui, c'est bon. Je voudrais commencer tout simplement par remercier, déjà remercier Sandra pour sa généreuse invitation et son énergie créatrice. Également remercier toute l'équipe des Trobades qui permettent de faire de ces 3 jours un véritable lieu de fraternité et d'échange. Et puis enfin, remercier les intervenants d'hier et de ce matin qui ont nourri ma réflexion, mais aussi, je pense, notre réflexion. Enfin, je ne peux m'empêcher, avant de commencer, de penser à Michel Barré, qui m'avait sollicité pour une édition précédente des Trobades, mais sollicitations que j'avais dû décliner. Ce qui frappe le plus dans le monde où nous vivons, c'est d'abord et en général que la plupart des hommes, sauf les croyants de toute espèce, sont privés d'avenir. Il n'y a pas de vie valable sans projection sur l'avenir, sans promesse de mûrissement et de progrès. Vivre contre un mur, c'est la vie des chiens. Aujourd'hui, personne ne parle plus, sauf ceux qui se répètent, parce que le monde nous paraît mené par des forces aveugles et sourdes qui n'entendront pas les cris d'avertissement, ni les conseils, ni les supplications. Comment ne pas juger ces lignes de Camus profondément actuelles? Écrites en novembre 1948, dans une série d'articles intitulée « Ni victime ni bourreau », à l'heure où la lutte entre l'Amérique capitaliste et la Russie communiste dictait chaque position, elles n'ont rien perdu de leur force et semblent décrire très précisément le monde où nous vivons aujourd'hui, notre présent. C'est dire la lucidité durable et l'acuité fondamentale des réflexions qu'elle soulève. Crise climatique, crise migratoire, Covid, guerre en Ukraine, inflation générale, ce siècle de la peur que Camus décrivait est encore le nôtre. Le constat est identique. Les cris d'alarme ne portent pas, ou pas suffisamment. Les paroles de bon sens ou de raison non plus. Les crises multiples nous enferment dans le présent, nous mettent dos au mur. Comment retrouver le sens de l'avenir? Comment faire en sorte que le présent soit à nouveau un lieu des possibles? Camus ne nous livre pas des solutions toutes faites, mais au moins a-t-il tenté d'envisager des remèdes, de chercher des voies de guérison, chercher à recoudre, pour préparer, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une renaissance de la civilisation européenne, comme il le dira en 1951 dans L'Homme révolté. Alors, pour retrouver le sens de l'avenir et de la vie, sortir de cette impasse, l'un des remèdes est pour Camus la création. Toute création authentique est un don à l'avenir, écrit-il dans L'artiste et son temps, dernier texte d'Actuel 2, un recueil qui regroupe pour la grande majorité les différents textes qui ont suivi la parution de L'Homme révolté et les polémiques qu'il a engendrées. Cette phrase, qui servira aujourd'hui de fil rouge à notre réflexion, est la dernière du livre. Et cette place conclusive suffit à souligner toute l'importance que Camus lui accordait. Pointe du recueil, elle vibre dans l'esprit du lecteur, mais dresse aussi un horizon, propose une ouverture, brosse un avenir. En octobre 1953, Camus notait dans ses carnets, dans une sorte de prolongement de cette dernière phrase, publication d'Actuel 2. L'inventaire est terminé, le commentaire et la polémique, désormais la création. Cette injonction, désormais la création, n'est pas seulement une injonction de l'écrivain à lui-même. Je dois créer après les polémiques. Elle est aussi une injonction civilisationnelle. Pour renaître, la civilisation européenne doit retrouver le chemin de la création. Nous mesurons à quel point cet appel demeure intact et actuel aujourd'hui. Dans notre citation, le terme de création ne doit pas être pris dans un sens restreint, celui de création artistique. Mais comme le souligne ici le mot « tout » au sens large, il désigne aussi bien le processus de création, que ce processus soit humain ou naturel, que les différentes activités créatrices de l'homme.
les différentes formes d'art, le travail intellectuel, mais bien sûr le travail manuel. Camus ne place pas la création artistique au-dessus des autres activités créatrices. Don à l'avenir, la création, quelle que soit sa forme, engage chez lui une conception particulière du temps, un certain rapport entre le présent et ce que nous pourrions appeler l'avenir, la postérité ou les générations futures. Alors qu'entend Camus quand il parle de la création comme d'un don à l'avenir? En quoi l'acte de créer implique-t-il un avenir? Que veut dire Camus à travers cette formule? Un entretien intitulé « L'avenir de la civilisation européenne » et daté de 1956, peut nous permettre d'approcher le sens de la phrase que nous commentons aujourd'hui. Voici ce que Camus répond aux journalistes qui l'interrogent. « J'ai de grandes difficultés à me placer dans une perspective d'avenir. J'ai le sens du présent, de façon assez aiguë et forte, je crois, et un peu le sens du passé. Quant à l'avenir, au contraire, je crois que mes provisions d'imagination sont insuffisantes. Il me faut un véritable effort pour imaginer l'avenir d'une pensée ou d'une position. » Ce témoignage de Camus est surprenant. S'il n'a pas le sens de l'avenir, si la capacité à se projeter lui fait défaut, pourquoi parle-t-il alors de la création comme d'un don à l'avenir? Surpris de la réponse que Camus apporte, un auditeur l'interroge à nouveau. Pourquoi parler de l'avenir de la civilisation européenne dès lors qu'on dit s'intéresser surtout au présent? Voici le complément de réponse que Camus apporte, et vous allez le voir, cette réponse est aussi intéressante que savoureuse. J'ai dit en effet que le seul présent m'intéressait, mais j'entends par présent quelque chose qui déborde le jour ou l'année qui vient. Le présent historique, en gros, c'est la génération vivante, ce qui implique malgré tout l'avenir de l'Europe. Au moment où ma génération quittera la scène pour prendre enfin ses vacances, c'est mon présent, d'une certaine manière, qui finira. Si je n'ai pas d'imagination pour, disons, l'an 2000, j'ai tout de même une assez forte imagination pour les années qui vont venir. Ce sont des années qui m'appartiennent. En ce sens, elles me sont présentes. Pour Camus, et c'est important de le comprendre, l'idée d'avenir ne prend sens que par rapport au présent, que par rapport à l'actualité d'une personne, d'un être humain. L'avenir est pour lui contenu dans le présent et ne peut se vivre, s'éprouver qu'au présent. Dans cette logique, les générations futures, l'avenir donc, sont pour lui virtuellement intégrées au présent des générations vivantes. L'idée de postérité n'est pas une idée abstraite, détachée de notre présent, un après-nous. Elle est déjà présente en puissance dans la société d'aujourd'hui et dans les actions quotidiennes que nous menons. Pour qu'elle soit créatrice, pour qu'elle soit création, ces actions doivent, selon Camus, prendre la forme d'un don. Et nous en venons au deuxième mot de notre citation. C'est-à-dire qu'elles doivent être offertes généreusement et librement dans le présent. Pourquoi? Parce que le don, pour Camus, est un geste qui ne peut être que présent, ce qui le distingue de l'héritage. Juridiquement, un don, une donation, est réalisé par une personne de son vivant, là où l'héritage se fait justement après le décès. En français, pour désigner un cadeau, un don, ne dit-on pas d'ailleurs que l'on offre un présent? C'est le cas aussi en espagnol, il me semble, un presente. C'est dire le rapport fondamental, essentiel, qui existe entre présent et don. En parlant de don à l'avenir, c'est à un paradoxe, comme souvent, que Camus nous confronte. Donner pour lui, c'est effectuer un geste généreux dans le présent, mais dans l'espoir que ce geste investisse, enrichisse, féconde l'avenir de ceux qui le recevront. Dans L'Homme révolté, publié 1 an avant Actuel 2, Camus écrit une phrase jumelle de celle que nous sommes en train de commenter, et elle illustre parfaitement ce que nous cherchons à montrer. Elle a déjà été donnée. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est pourquoi l'usage du mot don par Camus, associé à celui d'avenir, est clairement sous sa plume une forme de pied de nez à la conception communiste de l'histoire, celle contre laquelle il combat à son époque. L'horizon communiste, cet idéal d'une société à venir sans classe,
ne peut naître pour lui que d'un sacrifice à l'avenir. Là où le don est chez Camus un mouvement de vie et de création qui suppose liberté et gratuité, le sacrifice induit un mouvement de destruction, d'asservissement à l'avenir, qui tue précisément la vie présente au nom de la réalisation d'un idéal futur et abstrait. Cette logique du sacrifice à l'avenir est celle qui a conduit les staliniens à justifier les exécutions et les déportations au cours du XXe siècle. Camus condamne fermement cette conception. Pour lui, l'idéologie communiste nie justement le sens du présent. Il refuse l'homme qui est au nom de celui qui sera, écrit-il à ce sujet, et annonce dans un mouvement religieux un royaume des cieux à venir, une société idéale, sans en permettre la réalisation concrète dans le présent. L'acte de don, quand il est vraiment créateur, implique donc chez Camus une ouverture du présent qui déborde vers l'avenir, comme il le dit dans l'entretien que nous avons cité. Dans sa présence même, le don créateur ouvre alors des possibilités d'avenir. Camus parle souvent de promesses, de chances. Ce sont ces mots. Ces promesses que la postérité va être libre d'accepter. Le don créateur est, et nous utilisons le mot à dessein, car Camus l'évoquait justement dans la citation en parlant d'un mur, nous sommes contre un mur. Le don créateur est une porte, c'est-à-dire une ouverture, une faille vers l'avenir, un seuil que les générations futures sont libres ou non de franchir. Ce processus de don à l'avenir comme ouverture du présent implique dans son mouvement à la fois celui qui donne, le créateur-donateur, et celui qui va recevoir le don. Du côté du créateur-donateur, la création est un don qui ouvre pour lui des possibles. Les exemples ne manquent pas dans différents domaines. L'architecte, qui imagine les plans d'une maison qui n'est pas encore réalisée. L'agriculteur, qui sème une graine et dont le travail va permettre de donner des fruits ou des légumes. L'enseignant, qui transmet une idée qui n'a pas encore été comprise par l'élève. Le menuisier, dont le meuble va servir, on ne le sait pas encore, aussi bien ranger de la vaisselle que du linge de maison ou encore les jouets des enfants. Le peintre ou le musicien, dont le tableau ou le morceau pourrait toucher le spectateur ou l'auditeur. Mais le processus de don-création ne s'arrête pas là. Parce qu'il est processus, il se poursuit avec celui qui reçoit le don, que ce don soit matériel, une peinture, un bâtiment, un fruit, un légume, un meuble, ou immatériel, une idée, un projet, des mots, une réflexion, une musique, un livre. Reprenons quelques-uns des exemples déjà donnés. Le client de l'agriculteur va, à partir des fruits ou des légumes reçus, réaliser des plats divers pour se nourrir, s'il s'agit d'un particulier, ou pour nourrir d'autres, s'il tient un restaurant. Pour cuisiner, cet homme ira d'ailleurs chercher ses ustensiles et ses récipients dans le meuble créé par le menuisier. Pour celui qui contemple un tableau ou écoute une musique, l'objet artistique ouvre aussi des possibilités nouvelles. Qui n'a jamais fait l'expérience d'une musique écoutée lors d'une matinée grise et dont l'écoute va finalement illuminer la journée entière, chasser la mauvaise humeur, et l'avenir qui nous semblait bouché va s'ouvrir alors? Qui n'a jamais été profondément bouleversé à la lecture d'un livre? La création est un don à l'avenir, car elle est un processus qui dépasse, déborde, ouvre largement le présent du créateur, quel qu'il soit, mais également de celui qui le reçoit. C'est une réaction en chaîne. Franck parlait hier si justement de capillarité pour désigner ce cycle des dons. Chez Camus, la création est donc un lieu d'éclosion des possibles et d'une postérité. C'est la seconde étape du parcours que je vous propose. La conception que Camus se fait de la création provient directement de sa contemplation émerveillée de la vie naturelle, de la nature. Le spectacle de la nature modèle sa représentation. Camus a une conception biologique du processus créateur. Il avait l'habitude de dire qu'on ne pense que par image, et c'est justement une image tirée de la vie naturelle qui semble pour lui parfaitement résumer, figurer,
représentait le processus de création comme don à l'avenir. Cette image, c'est celle de la fleur du désert. Dans Désert vivant, un texte de Camus peu connu, qui est paru dans un recueil collectif qui accompagne la sortie d'un film de Walt Disney, si vous avez l'occasion, je vous invite à le lire, qui porte sur les grands déserts du monde, Camus décrit avec poésie l'éclosion des fleurs du désert sous l'effet de la rosée. Je le cite. « Le désert est une terre de beauté, inutile et irremplaçable. Les seules moissons dont il se couvre sont des fleurs, et n'ont qu'un jour ou deux pour germer, gonfler et disparaître. Mais elles jaillissent en gerbes multicolores de campanules et de pavots, elles resplendissent avant de mourir. Certaines de ces fleurs attendent pourtant 10 années pour éclore, puis elles s'épanouissent et meurent en un jour. Comment certains hommes n'adoreraient-ils pas dans ces fleurs une énigme fraternelle ? La plante du désert, qui passe de germe à fleur, est pour l'homme une énigme fraternelle, car elle symbolise pour lui le processus de la vie. Un processus qui ne fait qu'un pour Camus avec celui de la création. Me revient maintenant à l'esprit l'image jumelle du cactus qu'évoquait le travailleur dans le film que nous a présenté hier Karima. Comme le cactus, comme la fleur du désert, la création est pour Camus un germe, une graine, qui ne deviendra fleur qu'en fonction des circonstances. Pour Camus, la beauté naturelle le touche parce qu'elle nous met précisément en contact avec ces germes d'avenir, ces germes des possibles. La nature, à travers les végétaux, mais aussi à travers la vie animale, exprime au plus haut point ce processus de création, d'éclosion des possibles. Camus déplore la perte de ce sens créateur et espère que l'homme et la civilisation à venir réussiront à le retrouver. Pour cela, l'homme doit, selon lui, retrouver le contact avec la nature afin de tirer une leçon du modèle qu'elle nous propose. Dans un article publié dans Tribune en 1946 et intitulé « Quelques réflexions sur le crapaud vulgaire », l'écrivain George Orwell, que nous avons déjà évoqué hier, faisait exactement la même expérience que Camus, en réfléchissant sur l'émotion que l'on peut ressentir devant la beauté de la nature. Je cite Orwell, voici ce qu'il écrit. « Est-il politiquement condamnable de rappeler que ce qui rend le plus souvent la vie digne d'être vécue, c'est le chant d'un merle, un orme jaunissant en octobre, ou tout autre phénomène naturel qui ne coûte rien. Si nous étouffons tout le plaisir que nous procure le processus même de la vie, quel genre d'avenir nous préparons-nous ? Je pense qu'en conservant notre amour enfantin pour les arbres, les poissons, les papillons et les crapauds, on rend un peu plus probable la possibilité d'un avenir paisible et décent. Le spectacle de la nature touche notre sensibilité parce qu'il révèle en nous un processus vital qui implique une postérité, un avenir. Et l'homme est une partie de ce processus de vie. Ce que Camus dit de la fleur du désert et donc de la création naturelle est valable, par analogie, pour tout type de création humaine. Dans La postérité du soleil, un livre d'art élaboré de manière posthume par Camus, avec la photographe suisse Henriette Grinda et le poète René Char, mais qui va être publié plus tard, après sa mort, l'écrivain va tisser cette analogie qu'il existe entre l'homme et le monde et va souligner leur commune capacité de don. Face au portrait photographique d'un jeune homme qui regarde au loin, dont le visage, qui est un symbole de l'avenir, se détache d'un vieux tronc d'arbre noueux, voici ce que Camus écrit. « D'autres après nous encore recevront sur cette terre le premier soleil, se battront, apprendront l'amour et la mort, consentiront à l'énigme et reviendront chez eux en inconnus. Le don de vie est adorable. » Ce fragment est important car il montre que le mouvement de don à la postérité, qu'évoque clairement le titre du livre, La postérité du soleil, est commun à l'homme et à la nature, les unit dans un même mouvement cosmique et créateur. L'homme, comme une fleur,
reçoit le soleil qui va lui permettre de s'épanouir, de vivre. L'adjectif adorable est à prendre ici dans son sens étymologique, ce qui mérite d'être adoré. Le spectacle du don de vie provoque chez l'homme une adoration sacrée et mystérieuse. D'autres, après nous encore, recevront sur cette terre le premier soleil. La formule qui ouvre le fragment souligne la force de cette postérité cosmique, aussi bien entre les différents éléments du vivant qu'entre les hommes entre eux. Comme pour la fleur du désert, dont certaines attendent des dizaines d'années pour éclore, nous dit Camus, ce que l'homme peut donner peut éclore très tardivement chez ceux qui viendront après lui. La création n'est pas de l'ordre du probable, de ce qui est certain, sûr, mais de l'ordre du possible, de ce qui peut arriver, mais également ne pas se produire. Elle est une puissance d'être, une promesse de moisson. La création implique un don à l'avenir, car c'est un germe que l'on dépose dans le destinataire et qui va pousser librement chez celui à qui on le destine. Et j'insiste sur cet adverbe « librement ». Les exemples sont, une fois de plus, multiples et variés. L'idée d'un penseur ou la phrase d'un écrivain qui ne va germer en nous que quelques semaines après avoir écouté sa conférence ou plusieurs mois après avoir lu son livre. Le morceau de musique qui nous résistait enfant et que nous ne parvenions pas à jouer va pouvoir être créé des années plus tard. Le poème lu dans nos jeunes années qui va nous revenir en mémoire et qui va nous transfigurer des années plus tard, peut-être à l'aube de notre vie. Pour Camus, la création, toute création, est un germe présent à tous les étages de la vie humaine. Dans la préface qu'il écrit 1 an avant sa mort pour la réédition des Îles de Jean Grenier, son maître de philosophie à Alger, Camus témoigne précisément du don qu'il a reçu en lisant, adolescent, le livre de son maître et souligne la liberté fondamentale attachée à ce don. Voici ce qu'il dit de Jean Grenier. Il nous laisse traduire, chacun à notre convenance. À ces conditions seulement, l'art est un don qui n'oblige pas. Pour moi, qui ai tant reçu de ce livre, je sais l'étendue de ce don, je reconnais ma dette. Les grandes révélations qu'un homme reçoit dans sa vie sont rares, 1 ou 2 le plus souvent, mais elles transfigurent, comme la chance. À l'être passionné de vivre et de connaître, ce livre offre, je le sais, au tournant de ses pages, une révélation semblable. Cette transfiguration, cette révélation, n'est-ce pas là l'éclosion du germe des possibles dont nous parlions il y a quelques minutes? Ce don à l'avenir, dont Camus mesure a posteriori l'impact qu'il a eu sur sa vie. Le don à l'avenir est fondamentalement libre et gratuit, et c'est parce qu'il est libre et gratuit qu'il peut être créateur. Il n'oblige pas celui qui le reçoit. L'œuvre d'art authentique, pour Camus, ne peut donc pas se confondre avec la propagande, l'idéologie ou l'œuvre à thèse. L'art n'impose pas, disait hier Abderrahmane Sissako. La généreuse liberté et la confiance dans l'avenir qu'implique le don rendent selon lui, selon Camus, l'art irrécupérable par les idéologies ou les discours de haine, mais également durable, car il témoigne d'un espoir fondamental, l'espoir dans la puissance de la vie. C'est le dernier temps de notre parcours. Dans son célèbre entretien de 1959, qui s'intitule « Pourquoi je fais du théâtre ?» et qui constituera sans doute le cœur de la conversation qui fait suite à ma conférence, Camus évoque, dans les toutes dernières phrases de son intervention, cet espoir vital que l'art dévoile. Voici ce qu'il dit. Sous ses cintres, derrière ses toiles, erre toujours une vertu d'art et de folie qui ne peut périr et qui empêchera que tout se perde. Elle attend chacun d'entre nous. C'est à nous de ne pas laisser s'endormir et d'empêcher qu'elle soit chassée de son royaume par les marchands et les fabricants. En retour, elle nous tiendra debout et nous gardera en bonne et solide humeur. Recevoir et donner, n'est-ce pas le bonheur et la vie enfin innocente dont je parlais en commençant? Mais oui,
c'est la vie même, forte, libre, dont nous avons besoin. Recevoir et donner, n'est-ce pas là le cycle? L'éclosion de dons dont nous parlions il y a quelques minutes? Le théâtre, art de la présence, art du corps, dévoile aux yeux des spectateurs la permanence de la vie, forte et libre, cette vertu qui ne peut périr, cet espoir qui, Camus le dit, empêchera que tout se perde. Aller vers un espoir, c'est ce que Natalia répondait à Franck hier quand il l'interrogeait sur la fonction du théâtre. Si la création artistique a pour Camus quelque chose de spécifique, de différent des autres formes de création, c'est la manière qu'elle a de dévoiler cette puissance de vie et d'avenir aux yeux des hommes, de la nommer, de la mettre en forme. À lui seul, écrit Camus, quelques lignes avant la phrase d'Actuel 2 que nous commentons, l'art ne saurait sans doute assurer la renaissance qui suppose justice et liberté, mais sans lui, cette renaissance serait sans forme et partant ne serait rien. Camus aimait particulièrement une phrase de René Char qui, je trouve, résume parfaitement ce que nous sommes en train de dire. À chaque effondrement d'épreuves, le poète répond par une salve d'avenir. À chaque fois que l'avenir nous paraît bouché, que le monde nous paraît inhabitable, que nous cédons au pessimisme, la création artistique, par la beauté et la force de son langage, ouvre notre avenir, nous donne des preuves que tout n'est pas mort, nous procure de l'espoir et empêche que tout se perde. Un artiste incarne pour Camus, mieux que n'importe quel autre peut-être, cet espoir, cette puissance d'être de vie. Cet artiste, c'est Mozart. Voici ce qu'il dit de Mozart. Chez Mozart, le jaillissement ininterrompu des thèmes et des formes se répand sur les deux siècles qui le suivent. Le plus souvent, ce qui a paru nouveau dans ses successeurs, il l'avait déjà inventé. Voilà pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, Mozart reste pour nous exemplaire. L'homme d'Europe n'est pas seulement ce menteur malheureux qui sévit dans nos assemblées intellectuelles et politiques, ni ce fou ivre d'humiliation et de cruauté, il est aussi Mozart. Il est encore cette foule d'artistes humbles, non moins patients, qui préparent ce que sera un nouveau Mozart et qui un jour salueront avec reconnaissance dans son œuvre un peu de ce qu'ils furent. Son œuvre, répandue à travers nous, source perpétuelle de joie fraîche, de liberté maîtrisée, justifie l'ambition humaine malgré tous les malheurs et les découragements, et aujourd'hui encore, inspire en même temps notre résistance et notre espoir. Mozart avait le don de l'avenir, car son œuvre a ouvert la porte, selon Camus, à préparer les compositeurs futurs. Sa musique portait en germe celle qui l'a suivie. Plus profondément, pour Camus, elle inspire en chacun de ses auditeurs un espoir, c'est-à-dire un lieu mental ou virtuel où l'humanité se perpétue et se justifie, un lieu où l'avenir est encore possible. La création véritable est celle qui traverse les âges et s'établit dans ce Camus appelle la durée. Il désigne par ce mot la capacité d'une œuvre à traverser le temps, à continuer de fertiliser le présent, à être un ferment dans la conscience des générations futures. Pour Camus, cette qualité, cette valeur est présente dans toutes les œuvres d'art. Il la retrouve dans l'œuvre de son ami, le romancier Rogier Martin du Gard, qui est auteur d'un grand cycle romanesque, Les Thibaux. Selon lui, son œuvre est traversée par une étrange foi, ce sont les mots de Camus, le refus de disparaître et son attachement forcené à la vie. Voilà ce qu'il écrit, Camus. Et pourtant, cette œuvre communique le courage et une étrange foi. Parier comme le fait Antoine, qui est l'un des héros des Thibaux, par-dessus les doutes et les désastres, sur l'aventure humaine, revient pour finir à louer la vie, terrible et irremplaçable. L'attachement forcené des Thibaux à la vie est celui-là même qui inspire toute l'œuvre. L'attachement passionné à la vie, la volonté qu'elle perdure, est la valeur qui inspire toute œuvre d'art véritable. Pour Camus, écrit-il dans un article publié dans l'Express, en 1955, deux critères simultanés fondent les grandes œuvres. Ce qu'apporte une œuvre d'art, ce qu'apporte une œuvre à l'art de tous les temps, d'une part, et ce qu'elle lègue à la société vivante, de l'autre. L'image du don à l'avenir apparaît une fois encore en filigrane, et avec elle, le fait qu'une œuvre artistique authentique, pour s'inscrire dans l'avenir, doit d'abord être un legs qui vibre dans le présent.
À ce stade de ma conférence, j'aimerais partager avec vous une brève anecdote dont vous comprendrez rapidement le lien qu'elle entretient avec mon propos et l'heureux hasard qui me pousse à l'évoquer devant vous aujourd'hui. Il s'agit d'une découverte faite vendredi dans l'avion qui me conduisait ici, au Trobadès. J'étais en train de lire un livre sur Romain Gary, l'auteur de La promesse de l'aube, que j'aime beaucoup. Gary était un ami de Camus. Quelle ne fut pas ma joie et ma surprise de découvrir dans ce livre les mots que Camus écrivait à Gary dans une lettre envoyée en 1945, où il lui disait l'admiration qu'il vouait à Éducation européenne, le premier roman de Gary, dont la parution venait de faire beaucoup de bruit. Voici ce que Camus dit du roman de Gary. Il s'agit du plus beau livre des années 40, dès à présent le plus durable. Durable. N'est-ce pas précisément cette durée dont je viens de parler il y a quelques minutes? Cette valeur qui fonde l'art pour Camus, cette capacité à s'inscrire dans le présent, à demeurer actuel, à traverser le temps. Mais la durée ne se limite pas chez Camus à la création artistique. C'est aussi une valeur civilisationnelle. Qu'est-ce en effet qu'une civilisation, si ce n'est une forme de création collective qui est destinée à traverser les âges? Pour Camus, les grandes civilisations sont celles qui ont réussi à durer. Dans un article publié dans l'Express, le 14 mai 1955, et qui s'intitule « Le métier d'homme », on revient encore à ces mots, le métier d'homme. Donc dans cet article que Camus va écrire suite à un voyage en Algérie, puis en Grèce, il évoque, avec admiration, le travail des jeunes architectes d'Orléansville qui sont chargés de reconstruire la ville après le terrible tremblement de terre qu'a connu la région dans la nuit du 8 au 9 septembre 1954, puis le travail des jeunes archéologues grecs qui effectuent des fouilles à Argos. Voici ce que Camus dit de ces jeunes. Sur ces visages sains, ces corps alertes sous les chandails ou les blousons, malgré les fatigues et les soucis, personnels ou professionnels, je n'ai vu aucune de ces traces d'usure morale ou d'amertume qui rendent parfois si pénible la foule française. Ces jeunes gens sont heureux, au contraire, de vivre une aventure, celle du passé ou celle de l'avenir. À leur manière, ils font avancer, et dans des sens inverses, les deux grandes routes suivies par l'homme. Ils lui font ou lui refont une histoire. Camus décrit ensuite l'émotion qui naît en lui lorsqu'il contemple la grandeur sans mesure de la plaine d'Argos à l'aurore. Voici ce qu'il écrit. De semblables lieux ne supportent que certaines pensées. Ils invitent à être, non à subir. Ils serrent le cœur, mais pour le refermer sur son plus profond désir, que tous connaissent sans savoir le nommer, et qui fait durer l'homme et s'élever ses empires. Voilà pourquoi, de tous les sentiments qui pouvaient naître devant ce spectacle, l'un au moins, et c'est de lui seulement que je veux parler ici, me ramenait aux hommes dont j'ai parlé et s'accordait grâce à eux à la nuit mycénienne. Ce sentiment, un peu nouveau, s'appelait l'espoir. Le spectacle de la beauté de la nature fusionne dans ce texte avec le travail créateur des hommes que Camus a rencontrés en Algérie et en Grèce. Pour moi, pour nous, la beauté de l'île de Minorque se confond avec les visages de tous ceux que je rencontre ici et qui œuvrent avec les Trobadès. Œuvrer, le verbe est ici utilisé dans son sens fort. Et je me permets de reprendre encore une fois les mots d'Abderrahmane Sissako, ce qu'il a prononcé hier. Ce qui se passe ici, c'est une action. J'ajouterais une création. Beauté et création, ces deux éléments éveillent en Camus un espoir qui conjugue pour lui le désir de durer, qui fonde les civilisations, les empires, et la possibilité d'un avenir commun. L'acte de créer suppose donc nécessairement pour Camus une confiance dans l'existence d'un lendemain qui se poursuivra après le créateur. Créer, c'est déjà d'une certaine manière espérer. Dans l'été, Camus écrit ainsi à propos de la littérature, mais aussi de la création. « Refuser toute signification au monde revient à supprimer tout jugement de valeur. Mais vivre, et par exemple se nourrir, est en soi un jugement de valeur. On choisit de durer dès l'instant qu'on ne se laisse pas mourir.
et l'on reconnaît alors une valeur au moins relative à la vie. Une littérature désespérée est une contradiction dans les termes. Créer, c'est déjà donner une valeur à la vie. Cela suppose une adhésion à l'espoir de la vie, l'espoir d'une continuité de cette vie, l'espoir qu'elle dure, qu'elle se prolonge dans l'avenir. Cette pensée de l'espoir ne doit pas se confondre chez Camus avec une attente passive ou béate. L'espoir se distingue en cela de l'espérance, dont la dynamique religieuse, transcendante, verticale, invite à une attente fondée sur la certitude d'un avenir heureux, le royaume des cieux, qui se produira dans tous les cas. L'espoir est horizontal. Il implique forcément des actions humaines qui lui donneront forme. Camus dirait des créations. À hauteur d'homme, la pensée de Camus n'est pas l'œuvre d'une croyance qui suppose une certitude, une croyance dans l'avenir, mais plutôt d'une confiance en l'avenir. C'est-à-dire ce sentiment tenace, la confiance, mais perfectible, que l'homme a le pouvoir de rendre possible, par ses actes, la construction d'un avenir, sans être certain que celui-ci sera réalisé. C'est un pari. L'espoir est une confiance en l'homme, un pari généreux sur sa liberté d'agir et de construire. L'espoir est un don à l'avenir. En cette période de crise que nous traversons, où des réactions de cynisme et de fatalisme l'emportent trop souvent, c'est le message fort que l'œuvre de Camus continue à nous transmettre. Il nous faut continuer à agir, à rêver, à donner, à créer. Voici ce que nous dit cette œuvre. C'est précisément ce message que cherchait Camus à transmettre. Interrogé pour un entretien qui ne paraîtra qu'après sa mort dans la revue libertaire Reconstruire, voici ce qu'il répondait à un journaliste qui lui demandait « Comment voyez-vous l'avenir de l'humanité ? Que devrait-on faire pour arriver à un monde moins opprimé par le besoin et plus libre ? Donner quand on peut et ne pas haïr si l'on peut, répondait Camus. Si cette invitation au don, qui est au cœur de l'œuvre, le cœur, l'organe du don, si cette invitation au don, donc, nous touche, si ce message d'espoir résonne en nous et ouvre des possibles, alors l'œuvre de Camus est justifiée, car elle répondra précisément à la définition de la création que la situation d'Actuel 2 nous propose. La boucle sera ainsi bouclée. En tant que création, celle de Camus sera parvenue, elle aussi, à continuer à être un germe qui fertilise notre présent, un véritable don à l'avenir. Merci beaucoup. Muchas gracias, Alexis. Vamos a coger, si os parece, Bien, merci beaucoup, Alexis. Nous allons prendre 5 minutes, s'il vous plaît, pour préparer la dernière conversation avec nos 3 derniers intervenants qui vont fermer cette matinée. 5 petites minutes, je vous prie, de pause pour tous.